Bienvenue à la série de webinaires de l'AIC Progrès de la pratique. Cette session sera enregistrée pour les infirmières et infirmiers qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Je m'appelle Lisa Ashley. Je suis infirmière conseillère principale à l'AIC et j'animerai ce webinaire. À la fin de la présentation, nous répondrons à vos questions que vous pouvez taper dans la boîte de texte Q et R que vous voyez à la droite de la diapositive. À la fin du webinaire, nous vous demanderons de répondre à un court sondage au sujet de la séance d'aujourd'hui. Veuillez prendre quelques minutes pour nous transmettre vos commentaires. Lorsque vous terminez le sondage, le système vous redirigera vers une page affichant votre certificat de participation. Sans plus tard, je vous présente Derek Chang. Mr. Chang est titulaire de la bourse de recherche Canada Addiction Medicine Research Fellowship de BCCSU au St. Paul's Hospital. Il suit une formation clinique en médecine spécialisée en toxicomanie dans le cadre du programme de compétences renforcées de l'Université de la Colombie-Britannique. Il veut ouvrir en santé mentale et en toxicomanie auprès des jeunes marginalisés, tant au niveau local que d'international. M. Chang se passionne pour les différentes cultures et langues, ainsi que pour les voyages. Il a habité, a parcouru plus de 20 pays sur plusieurs continents. Cette session est le deuxième de la série de 5 webinaires au sujet. Et maintenant, à vous la parole, Derek. OK, donc bonjour tout le monde. Ça fait un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, je veux remercier à ma collègue, l'infirmière Cheyenne Johnson, qui a préparé le contenu de cette présentation et puis qui m'a invité à présenter la version française à vous. Donc d'abord, on n'a pas de conflit d'intérêt à déclarer aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je vais donner un aperçu de la présentation aujourd'hui. La grande partie, on va concentrer sur examiner c'est quoi la nouvelle ligne directrice provinciale qui sont publiées par la Colombie-Britannique, qui sont basées sur les données probantes sur le traitement pour les patients qui ont troubles liés à l'utilisation de l'opioïde. Puis l'autre partie, c'est on parlait de comment, c'est quoi le rôle infirmière par rapport le traitement, et puis comment, c'est quoi l'implication sur la profession aussi. Donc, dans le fond, les répercussions ou implications sur la pratique infirmière, le premier point important, c'est qu'il faut connaître les données probantes, qui sera la majeure partie de ma présentation aujourd'hui. Donc, voici ces nouvelles lignes directrices publiées par la province de la Colombie-Britannique qui vient d'être publiée en janvier 2017. À notre connaissance, c'est une des premières dans le monde qui a ce genre de ligne directrice pour le traitement pour les gens qui atteignent le trouble lié à l'utilisation d'opioïdes, parce comment ça marche, on sépare dans le traitement par un continuum en étapes, puis aussi on allait chercher tous les des données qui ont appuyé c'est quoi notre recommandation, que je vais vous guider par la suite au long de la présentation aujourd'hui. Et puis, vous pouvez accéder à cette ligne directrice à lien qui est juste en haut. Et puis, il y a une autre bonne nouvelle, c'est il y a une autre ligne directrice au niveau canadien qui va sortir cet été. Puis, c'est une collaboration avec plus de centres dans le pays. C'est à Vancouver, il y a avec Vancouver pour la Colombie-Britannique, il y a Alberta pour les prairies, puis à Toronto pour l'Ontario, puis à
Montréal pour le Québec, puis les provinces maritimes. Puis ça, c'est initiative par le ICRAS, c'est Initiative canadienne de recherche en abus de substances. Donc, voici, c'est le aperçu des options de gestion de troubles liés à l'utilisation d'opioïdes. Donc, ça, c'est le continuum. Je m'excuse, c'est juste, dans le fond, vous voyez l'image, c'est juste en anglais, parce que, dans le fond, ligne c'est juste pour la Colombie-Britannique, mais je vais vous guider au fur et à mesure comment naviguer cette recommandation. Donc, on va commencer par le traitement avec plus faible intensité. C'est la prise en charge au niveau de sévrage, qui est souvent combiné avec des traitements psychosociaux, des traitements à l'antenne ou traitements résidentiels. Donc, quand on parle en fond, pour le traitement ou la prise en charge en sevrage seulement, c'est souvent en français, les gens souvent référés à soit la désintoxication ou la désintox. C'est souvent le premier point de contact qui est important pour nos patients pour transition à d'autres options de traitement. Toutefois, le désintox, si c'est le seul traitement qu'on utilise, il y a beaucoup de risques ou de conséquences négatives qui pourraient associer à ça. Puis il y a plus d'études qui ont déjà démontré ça. Par exemple, en 2003, par Strain et collègues, ils ont démontré qu'il y a taux très élevé de rechute. C'est 90% des patients qui ont reçu uniquement la désintox. Le 90% de patients a eu rechute après. Et puis, la plupart, c'est dans le 16 jours qui ont suivi quand sont sortis de le centre de désintox. Et puis, souvent, c'est lié avec le fait que les patients vont perdre leur tolérance opioïde normale pendant leur séjour dans le centre de désintox. Et puis, après, les gens, par contre, ils commençaient à utiliser le même quantité de héroïne ou de drogue comme d'habitude. Puis souvent, c'est ce moment-là qui est vraiment dangereux que les gens, pour avoir la surdose, soit ça peut être non fatal ou fatal. Et puis aussi, avec ce comportement-là, ça a augmenté la transmission du VIH qui est documenté en 2012. Et puis, le champ de mobilité et mortalité, c'est documenté déjà dans les années 80 puis dans les années 2000 aussi. Et puis, une des choses importantes pour les gens qui rentrent en traitement en désintox, une des choses très, très importantes, c'est on fait une éducation sur la réduction des méfaits. Et puis, une des choses les plus essentielles, c'est on fait une formation sur les trousses à emporter de naloxone. Donc, on éduque nos patients à avoir ces trousses-là comment utiliser au cas où c'est pour eux ou pour leur entourage, des amis qui souffrent la surdose, puis les gens pour utiliser naloxone pour essayer de renverser ça, puis pour le sauver. Puis, notre composante, souvent c'est lié avec la prise en charge de sévrage, c'est l'intervention psychosociale. Donc, il y a plusieurs modèles de façon, par exemple, c'est l'organisation de contingence ou le contingency management, ou c'est dans le counseling, des consultations psychothérapeutiques. C'est ça pour l'instant, souvent, je connais, ça ressemble à bénéfique comme un traitement, mais souvent c'est avec, dans le fond, le traitement de sévrage et puis d'autres traitements d'entretien. Et puis pour l'instant, on ne connaît pas énormément des études qui ont démontré que l'intervention psychosociale pourrait être comme un traitement tout seul, puis leur efficacité. Donc pour l'instant, on recommande, l'important c'est d'utiliser l'intervention psychosociale
puis d'apprendre avec d'autres modèles de traitement. Et puis, similaire à l'intervention psychosociale, il y a aussi le traitement en interne ou le traitement essentiel. Par rapport à ce genre de traitement, à nos connaissances, il n'y a pas de revue systématique ou de méta-analyse jusqu'à nos jours. C'est sûr, il y a des études dans les années 80, des années 90 qui ont démontré certains bénéfices cliniques, des améliorations pour les patients. Mais il n'y a pas d'autres données qui sont plus récentes qui appuient sur ce traitement. Et puis, en plus, en 2010, il y a une étude par Smythe et collègues qui ont démontré que la rechute, c'est souvent après le traitement essentiel, c'est quand même important. Et ils ont dit que le rechute, ça pourrait être plus de 90% chez les participants. Et puis, par rapport à ce genre de traitement similaire à les interventions psychosociales, c'est important pour nous, infirmières, à travailler avec nos collègues, par exemple, avec le travail social. Souvent, c'est l'expert qui connaît plus c'est quoi les ressources, c'est quoi les centres qui sont dans notre région. Parce que souvent, des centres différents, ils ont plusieurs, par exemple, les critères d'admission sont très différents. Il y a certains au niveau de certains centres exigent que le patient occupé en privé ou certains centres ils ont de partenariat avec le gouvernement. Donc c'est important à rechercher, à collaborer avec nos collègues. Et puis maintenant, on parle du deuxième niveau de traitement, c'est avec les agonistes d'opioïdes, enfin, qui incluent principalement deux médicaments, le méthadone et puis le buprenorphine, naloxone. Le nom commercial, c'est Suboxone. Et puis, souvent, on recommande le durée de traitement quand on dit de maintenance, c'est-à-dire c'est souvent au moins 12 mois ou plus. Et puis après ça, ça dépend au fond de la réponse de patient, c'est quoi leur contexte aussi psychosocial. On va discuter c'est quel moment on va faire une diminution progressive par la suite. Donc maintenant, je vais parler un peu en détail de ces deux médicaments. C'est quoi les avantages et puis les désavantages par rapport à eux. Donc, commence par le méthadone. Donc, il y a certaines études qui suggéraient peut-être que le méthadone sera un peu meilleur que le Suboxone par rapport à la rétention, le traitement, surtout chez les populations qui ont une situation de vie instable ou si pour quelqu'un qui a une utilisation de quantité très élevée aussi. Le méthadone, c'est beaucoup plus facile à initier, c'est-à-dire je pourrais vous donner, si on voit un patient pour une consultation, puis le patient pour sortir de la clinique avec une prescription de méthadone le même jour. Mais ce n'est pas le cas de ce personne qui, je vais vous parler davantage parce qu'il y a un risque qui s'appelle le sévrage précipité, qui je vais vous expliquer plus tard. Et puis pour le méthadone, il n'y a pas une dose maximale. Donc, c'est sûr, en général, souvent les études démontraient la dose maximale, c'est à peu près entre 60 à 100 mg. Mais ça dépend pour certains patients qui ont une utilisation très élevée. Des fois, on peut aller plus de 100, 150. Ça a déjà arrivé. Et puis, il n'y a pas vraiment de dose maximale, c'est que le patient pourrait le bien tolérer. On peut le recommencer. Après, je t'ai parlé il n'y a pas de sévrage précipité comme Suboxone. Aussi, c'est pour être, si le Suboxone, ça ne marche pas pour certains patients pour soulager le symptôme de sévrage,
ou il y a d'autres événements de plus graves, les gens peuvent utiliser méthadone au lieu. Et puis aussi, le méthadone, c'est approuvé par la Santé Canada pour le traitement de la douleur. Donc souvent, dans le cas pour les douleurs chroniques, les gens pour séparer les doses en PID ou TID pour meilleur couvrir pour l'effet sur la douleur. Et puis par rapport aux inconvénients, dans le fond, puisque méthadone c'est un agoniste complet d'opioïdes, donc c'est-à-dire ça agit comme tous les autres opioïdes, qui pour les personnes qui accumulent le méthadone dans le système ou si cette autre drogue opioïde en même temps, il peut avoir un risque de surdose. Et puis, aussi pour le méthadone, puisque c'est quand même un médicament qui a le risque lié à lui, donc l'injection quotidienne devant le témoin souvent devant la pharmacie, c'est nécessaire. Et puis le profit des effets secondaires souvent sont plus graves aussi par rapport à cette personne. Qui est le plus important, c'est, on voit plus bas, c'est pourrait engendrer la prolongation de l'intervalle acuité qui pourrait engendrer l'arythmie cardiaque. Et puis après, c'est sûr, c'est plus dispendieux si on a besoin de patient qui a fait l'injection de ce médicament tous les jours devant la pharmacie. Souvent, il y a un frais associé. Et puis ça, c'est un point, je trouve, c'est peut-être un peu plus difficile avec méthadone. C'est souvent le télé, pour atteindre une dose optimale thérapeutique, ça prend facilement un mois ou plus, parce que souvent, ça dépend de la province. La Colombie-Britannique, on commence par la dose de 30. Puis je pense que au Québec, on pourrait commencer par 40. Mais souvent, après, il faut augmenter par 10 mg par semaine. Donc, pour quelqu'un qui disait beaucoup d'héroïne, tout ça, des fois, si quelqu'un a besoin de 100 mg, peut-être ils ont besoin de 6-7 semaines pour atteindre cette dose optimale. Et puis souvent, c'est quand même une période très risquée pour les patients qui, souvent parce qu'ils ne sont pas confortables, ils ont toujours des symptômes de sévrage ou ils ont toujours envie de l'utiliser ou le craving pour continuer d'utiliser. Donc ça, c'est une période qui est plus, je dirais, c'est plus embêtante par rapport à l'initiation de méthadone. Et puis dernièrement, pour le méthadone, il y a beaucoup de possibilités pour des interactions médicamenteuses avec d'autres médicaments. Donc c'est souvent avec, par exemple, des antirétroviraux, qui est souvent beaucoup de nos patients qui ont qui sont sous ce traitement-là, avec d'autres antibiotiques ou le traitement de tuberculose aussi. Et puis aussi pour les patients qui ont des troubles de santé mentale, les gens sont sous le antipsychotique aussi. Donc tout ça, ces médicaments pourraient allonger l'intervalle QT. Donc ça, c'est pour le méthadone. Et puis maintenant pour le Suboxone. Donc pour les avantages, qui en fait c'est très intéressant de ce vaccin, c'est parce que le buprenorphine, c'est un agoniste partiel. C'est-à-dire il y a l'effet de plafond. C'est-à-dire si le patient prend ce médicament seul, et puis le médicament pour atteindre un niveau dans le corps, et puis à un moment donné, il y a plus l'effet sur la dépression respiratoire, qui est souvent la cause de la surdose, tout ça. Puis ça, c'est une propriété de ce médicament très intéressant qui rend plus sécuritaire. Et puis, grâce à ça, ça permet le patient à plus de flexibilité. Par exemple, le patient pourrait, après certains temps de stabilité, le patient pourrait emporter le médicament à la maison au lieu de toujours prendre ce médicament devant le pharmacien. Et puis, grâce à le composant de naloxone,
ça réduit le risque d'injection. C'est-à-dire, quand on prend ce médicament c'est sublingual. Donc, si on prend ça oralement, la biodisponibilité de naloxone est très faible. Mais par contre, si on l'injecte ce médicament, c'est-à-dire la biodisponibilité de naloxone va augmenter, je pense, à plus de 80%, puis les gens vont atteindre un sévrage instantané à cause de ça. Donc, ça, c'est une des mesures pour la sécurité pour ce médicament-là qui est très intéressant. Et puis, en général, les gens tolèrent mieux ce médicament à cause qu'il y a moins d'effets secondaires. Et puis, donc, à tout à l'heure, je mentionnais par rapport le sévrage précipité. C'est-à-dire le fait que, puisque c'est un agonisme partiel, et puis, buprenorphine a très forte affinité à notre récepteur d'opioïdes dans notre corps. Donc, c'est-à-dire, si une personne a encore certains opioïdes, soit héroïne, d'autres morphine ou d'autres opioïdes dans leur système, dans le corps, si on donne de buprenorphine comme ça va comme déclasser tous les autres opioïdes de notre récepteur, tout d'un coup. Et puis les gens pourront être un sévrage instantané. Donc souvent, on attend au moins 12 heures ou de plus pour que le patient a certains sévrages comme sévrage modéré pour commencer ce médicament-là. Mais c'est-à-dire si on pourrait commencer le patient par ce médicament-là, ça sera plus facile parce qu'une fois le patient sur Suboxone, on peut le donner le méthadone de suite après. Il n'y aura pas de ce délai-là, il faut attendre. Puis l'autre, c'est ça, j'ai déjà parlé dans le fond, parce que ce médicament c'est plus sécuritaire, dans le fond, les patients pourraient emporter. C'est plus flexible pour eux aussi, puis peut-être ça entraîne, il y a moins de coûts pour le patient, puis ça entraîne plus d'autonomie pour eux, par exemple pour les horaires de travail, des études aussi. Et puis le délai plus court pour atteindre une dose thérapeutique. Donc par rapport au méthadone, c'est qu'il prend peut-être plus un mois pour stabiliser le patient. Pour le Suboxone, tu peux atteindre une stabilité en 1 à 3 jours. Donc ça, c'est un aspect qui est super intéressant pour Suboxone. Puis souvent, le dose on atteint, c'est en ce moment, au Canada, ça a prouvé, le dose maximale, c'est 24. Puis souvent, le dose on vise optimale, c'est au moins 16 mg. Puis c'est sûr, il y a aussi des inconvénients de ce médicament. Donc, il y a en plus de l'étude qui a dit potentiellement, les gens abandonnent plus facilement le traitement avec Suboxone. On a déjà discuté de le sévrage précipité. Donc, si ça pourrait être déclenché si on ne commence pas d'une manière appropriée, on n'attend pas certaines heures pour que tous les autres opioïdes soient éliminés dans le corps pour le patient. Et puis, c'est sûr aussi, à cause de la haute affinité de le médicament buprenorphine, si nos patients, par exemple, ils ont besoin de chirurgie ou d'autres choses, ils ont besoin d'autres analgésies pour le contrôle de la douleur, des fois, ils ont besoin d'une dose encore plus élevée que d'habitude parce que, en fait, c'est pour surpasser l'effet de buprenorphine dans le système. Et puis, c'est sûr, buprenorphine, il y a un certain effet clinique sur la gestion de douleur, mais en ce moment, ce n'est pas prouvé par le Santé Canada comme une application. Et puis voilà, donc maintenant, je parlais, c'est le troisième palier, c'est vraiment un traitement pour un peu plus le dernier recours. Donc, en fond, le traitement s'appelle le morphine oral à libération prolongée, ou en anglais, c'est le SROM, le Slow Release Oral Morphine.
Il y a certaines études qui démontraient que le SROM pourrait démontrer certaines efficacités. Par exemple, une étude par Ferry et ses collègues en 2013, c'est fait en étude du Cochrane. Et puis c'est sûr, en ce moment, il y a juste 3 études qui ont démontré ça. Et puis après ce review, il y a d'autres études par Hamik et ses collègues en 2014 qui ont déjà appuyé certains avantages de ce traitement. Puis ça c'est les études par Hamik et ses collègues. Dans le fond, les points importants ils ont dit, le traitement de ce traitement, c'est pour être bénéfique parce que, par exemple, il y a moins d'effets secondaires. Surtout, ça affecte beaucoup moins l'intervalle du QTC. Et puis, souvent, les patients ont moins envie d'utiliser le craving. Et puis, des fois, il y a moins de stigmates qui sont associés à la quédienne par rapport à la méthadone. Et puis, il y a aussi moins d'effets secondaires aussi. Mais c'est sûr, ce traitement, c'est souvent pour les patients qui sont vraiment réfractaires au traitement de méthadone ou suboxone avant. Et puis aussi, pour engendrer ce traitement, c'est mieux de quand même consulter les spécialistes en toxicomanie pour faire une évaluation puis pour commencer ce traitement-là. Puis l'autre traitement qui est prometteur, c'est le traitement par agoniste opioïde injectable, le diacétylmorphine, ou ce qui est le plus commun, c'est héroïne. Donc ça, il y a aussi des études qui ont appuyé l'utilisation de ça. Et puis, je sais, certains pays comme en Europe, par exemple en Suisse, c'est déjà une pratique qui est commune. C'est sûr, pour l'instant, le traitement, c'est réservé pour les patients qui sont vraiment réfractaires pour tous les autres traitements conventionnels. Et puis, c'est sûr, c'est un traitement très dispendieux au départ, et puis c'est pas disponible partout. Mais en même temps, c'est comme un traitement qui est rentable quand on compte à tous les coûts de santé, social pour les gens qui ont troubles liés à l'utilisation de l'opioïde. Puis tous ces effets néfastes. Puis pour l'instant, c'est seulement disponible en clinique qui s'appelle le Craftown dans le centre-ville de Vancouver. Et puis c'est sûr, en ce moment, c'est pour être un traitement prometteur, et puis c'est pas encore approuvé par tout au Canada, mais il y a beaucoup d'étapes que il y a beaucoup de discussions, on a fait, et puis les recherches, et les gens discutaient, déterminer c'est quoi la faisabilité pour ce genre de traitement, et puis éventuellement offrir soit plus disponible pour plus grande population à travers le pays. Et puis, puisqu'il y a quand même beaucoup de stigmates avec le traitement de diacétylmorphine, de ce nom héroïne, puis beaucoup de points de vue de légal aussi. Il y a une autre étude qu'ils ont fait par Olvideo Yokes en 2016, sur les deux Salomé, qu'ils ont étudié dans le hydromorphine injectable. Et puis, c'est une étude randomisée qui est en double insu, puis aussi qui a démontré que hydromorphones injectables ne sont pas inférieurs par rapport le traitement avec diacétylmorphine. Donc ça, ça pourrait être très intéressant puisque le hydromorphone, c'est déjà un médicament qui est légal, qui sont approuvés déjà. Donc, en ce moment, il y a l'équipe qui a travaillé d'essayer de disséminer ces connaissances, des recherches, puis essayer de faire l'advocacy pour essayer de changer
la pratique, puis les recommandations de lignes directrices aussi. Voilà, donc on a passé une bonne partie de temps pour discuter les données probantes. Maintenant, tout un point pour l'application sur la pratique infirmière, c'est comment on peut réduire le stigma. Donc, une des choses les plus importantes, c'est vraiment le langage, qu'est-ce qu'on utilise. Donc, c'est sûr, souvent, il y a d'autres terminologies. Au lieu de dire un traitement par l'agoniste opioïde TAO, puis souvent les gens disent que c'est un traitement de substitution ou c'est une thérapie de remplacement. Puis c'est quand même bien de noter que, par exemple, le traitement de méthadone et puis le Suboxone, ce n'est pas simplement une substitution de leur troubles d'attention, mais parce que ce médicament-là sont déjà démontrés, sont efficaces, des médicaments qui sont sécuritaires, qui sont bien suivis par le professionnel de la santé. Et puis, ça ne gêne pas l'effet, par exemple, pas le même effet euphorique comme héroïne ou d'autres opioïdes aussi. Donc, et puis, quand on utilise ce thème, c'est un thème agoniste opioïde, c'est plus un thème médicalisé aussi. Donc, ça aide, encourage les gens à considérer que le trouble d'utilisation de substances, c'est plus dans le fond, c'est pour être comme une condition médicale chronique. Aussi, il y a l'autre terminologie, des fois, au moins comment les gens disent, par exemple, des gens qui font abus des substances, abus d'opioïdes, mais si on peut filer à la nouvelle DSM-5, c'est vraiment le thème médical officiel, c'est troubles liés à l'utilisation d'opioïdes. Et puis, la dépendance, c'est plus par c'est l'ancien, le DSM-4 qui ont utilisé ça. Et puis, l'autre façon pas pour la terminologie, c'est on usait les mots qui met les personnes en première. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de dire « Ah, c'est utilisateur de héroïne ou c'est un abuseur de drogue », on redit c'est plutôt c'est une personne qui a avec le trouble de l'utilisation d'opioïdes. Et puis, c'est mieux éviter les thèmes agotiques ou les expressions. Par exemple, si on fait un dépistage comme d'urine, souvent les gens disent ah, ces urines sont propres, sont clean, ou c'est dirty, c'est sale. Mais quand on utilise ce genre de mots, il y a quand même un jugement moral dedans. Donc, c'est plutôt, on pourrait utiliser plus si c'est une urine, que ce soit positif ou négatif. Donc, on rend plus de résultats plus neutres ou plus cliniques. Et puis, dernièrement, on pourrait utiliser des langages qui favorisent le rétablissement et puis la collaboration avec nos patients. Par exemple, au lieu de dire « Ah, les patients ne sont pas motivés, sont non compliants avec le traitement », mais peut-être le fait, c'est vraiment parce que les patients ne sont pas en accord avec le plan de traitement ou parce que le patient n'a pas envie de choisir cette option de traitement pour eux aussi. Donc, ça, c'est quand même important de faire attention. Puis, maintenant, le troisième point, c'est comment intégrer une approche de réduction de méfaits ou harm reduction dans tout le continuum de soins. Et puis, comme vous voyez sur le diapositive en bas, vous voyez le harm reduction. C'est vraiment le pilier de tous ces traitements en haut.
qui n'importe quelle façon, quel genre d'option de traitement qu'on commence avec nos patients, il faut toujours penser à des façons comment on réduire le méfait avec leur utilisation si jamais il y a une rechute ou s'ils continuent à utiliser l'injection ou d'autres substances. Et une des choses dont le plus important pour la réduction de méfait, c'est le trousse de naloxone en prévention de surdose. Donc, on pense que le trousse de naloxone, la formation, il faut soit offert à tous les individus qui utilisaient des opioïdes. C'est pas juste les gens qui ont troubles liés à l'utilisation d'opioïdes, mais surtout les patients seront prescrits avec opioïdes. Puis on pourrait offrir à eux, puis aussi des fois à leur entourage, la famille aussi, pour vraiment pour faire une prévention, pour aider si jamais il y a une surdose qui arrive. Et puis, donc à ce moment, c'est comme un standard de pratique à Vancouver en ce moment. Puis ça dépend, c'est sûr, ça dépend les régions ou des endroits dans le pays. Donc c'est important d'informer par rapport si vous n'avez pas ce programme dans votre centre, comment on pourrait le procurer ça pour ensuite offrir à nos patients. Puis l'autre chose qui est très intéressante, c'est un site de consommation supervisée. Donc, c'est sûr qu'on s'est créé dans les années 2000, il y a une grande controverse partout à Vancouver, puis au niveau international aussi. Et puis, je pense à Montréal, aussi, il y a des discussions en cours en ce moment qui pensaient à peut-être ouvrir le site de consommation supervisée également. Et puis, qui est très important de comprendre, c'est quoi ce centre-là. Donc, ça, c'est un centre pour les gens qui ont déjà obtenu leur drogue ailleurs, avant de rentrer dans le centre. Et puis, on fournit tous les enfants des équipements ou des choses pour réduire le méfait, par exemple, des aiguilles, des seringues qui sont propres, tout ça, à les clients. Tous les personnels là-bas, les infirmières, les travailleurs sociaux, les assistants administratifs, tous sont formés pour traiter les surdoses sur la place. Et puis les personnels aussi pour offrir les conseils et l'information sur le pratique, comment on peut injecter en sécurité. Et puis là-bas aussi, on pourrait connecter les gens à le traitement, soit le soin primaire ou le traitement pour traiter leurs troubles liés à l'utilisation des opioïdes. Et puis, ce centre n'est pas un endroit que les gens peuvent acheter les drogues. Puis, ce n'est pas un endroit que le gouvernement fournit les drogues aux personnes aussi. Parce que des fois, le public a ce genre de malcompréhension de ce centre-là. Et puis, c'est un endroit que les gens n'injectent pas les drogues pour vous. Il faut vraiment la personne qui injecte le drogue lui-même, pour elle-même. Donc ça, c'est quelque point qui est bien important pour comprendre c'est quoi un site de consommation supervisée. Et puis, dernièrement, comment être un chef de file ou être un leader. C'est sûr, il y a beaucoup, dans le domaine de la toxicomanie, il y a beaucoup de place pour les personnes de l'infirmière pour prendre un rôle plus important pour aider nos patients. Et puis ma collègue Cheyenne, elle a déjà visité à Boston l'année passée par rapport pour voir c'est quoi le modèle. Voici, c'est une étude c'est un modèle à Boston qui est très intéressant. C'est un modèle qu'ils ont pour une clinique de soins, la majeure partie sont menées par l'infirmière. Comment ça marche le modèle, par exemple, s'il y a un nouveau patient qui arrive,
ils ont besoin de traitement, par exemple, de traitement de Suboxone. Puis souvent, les patients sont évalués par le médecin et l'infirmier ensemble. Puis après, ils ont établi un plan pour le patient de traitement. Puis après ça, le patient est uniquement suivi par l'infirmière à une base régulière. Et puis, ils revoient leur médecin peut-être tous les 4-5 mois. Puis avec ce modèle-là, ils sont capables de faire, juste avec 5 infirmières. Et puis, ils sont capables d'avoir pris en charge de plus de 700 patients avec le trouble lié à l'utilisation d'opioïdes. Puis, aussi un autre modèle pour les soins infirmières, c'est aussi à Boston. Et puis, là-bas, dans ce centre-là, l'infirmier a un rôle très important pour vraiment pour faire éducation aux patients qui souffrent, par exemple, la douleur chronique ou la dépression, et puis par rapport à c'est quoi le rôle de l'opioïde dedans, puis c'est quoi les risques, et puis les conséquences négatives liées à ça aussi. Voilà. Puis, en ce moment, à la Colombie-Britannique, aussi pour l'infirmière praticienne, il pourrait pratiquer le traitement comme Suboxone aussi. Et puis, éventuellement, plus tard, ils ont déjà discuté, éventuellement, les praticiens infirmiers pour aussi pratiquer le méthadone. Donc, ça, c'est en discussion dans la province. Et puis, c'est sûr, avec chaque province ou chaque région, il y a aussi les associations d'infirmières, par exemple, dans la coalition d'associations d'infirmières de la Colombie-Britannique. Ils ont déjà une réunion en décembre passé. Ils ont déjà examiné c'est quoi les points que l'infirmière pourra contribuer à, par exemple, cette crise d'opioïdes en ce moment. Donc, il y a beaucoup d'opportunités à impliquer. Puis, aussi on fait une petite pub de notre programme. C'est un fellowship à toxicomanie pour l'infirmière. C'est un fellowship qui, pour les gens qui intéressent à apprendre davantage sur la recherche, pour devenir aussi connaître un peu c'est quoi la santé politique santé publique, et puis pour ça dans le leadership aussi. Donc, si vous êtes intéressé, vous pourrez aller sur notre site web de British Columbia Center on Substance Use, puis vous pouvez voir ça, puis vous pouvez envoyer un courriel à Cheyenne, qui est la directrice de ce programme-là. Et puis, elle sera plaisir de vous répondre davantage aux questions par rapport à ce programme-là. Voilà, voici le site web. Puis voici, c'est juste quelques exemples pour mes collègues de Cheyenne, puis d'autres Pauline, des infirmiers qui ont déjà fait ce fellowship, puis comment, par exemple, ils ont publié certains articles dans Globe and Mail, dans le journal local, par rapport c'est quoi leurs opinions, leurs commentaires par rapport à la crise de surdose en ce moment, puis comment on peut mieux préparer, mieux traiter, réagir à cette crise-là également. Voilà, donc pour faire un résumé, les choses plus importantes, c'est vraiment connaître les données probantes. Donc, on a déjà discuté notre ligne directrice à Colombie-Britannique, puis ils ont vraiment passé toutes les données probantes. Et puis, éventuellement, dans quelques mois, qui va sortir au niveau de ligne directrice canadienne. Et puis, aussi, ça nous servi à éduquer en fait nos patients puis leur entourage si on a des choses scientifiques, des études qui pourraient expliquer à eux au lieu de se passer sur des opinions ou des choses par exemple des fois des jugements moraux. Lié à ça, très important, comment réduire le stigmate. Donc,
surtout le langage on utilise. Donc, dans ce cas-là, on peut favoriser c'est quoi le rétablissement de nos patients. Puis aussi, on peut faire un advocacy pour l'autonomie de nos patients, pour le bien-être de notre communauté également. Puis troisièmement, qui est vraiment la fondation de tous les traitements, c'est la réduction des méfaits. Puis c'est pendant tout le continuum de soins. Et puis, entre ça, ce qu'on met plus en face, c'est vraiment la formation de troubles de naloxone. Et puis, comment si les gens continuent à utiliser l'injection, les drogues, comment on peut utiliser ça avec la plus grande sécurité. Puis, dernièrement, devenir un chef de file, devenir un leader dans le domaine, il y a tellement d'opportunités pour l'infirmière à appliquer dans ce domaine-là, pour être inventer d'autres modèles de soins avec les personnes infirmières, tu vas embarquer dans les recherches, ou tu peux aussi être un advocate pour certains changements dans la politique de santé, puis pour améliorer l'éducation pour notre future génération qui veut devenir infirmière. Voilà, donc voici quelques ressources. Vous pouvez voir la ligne directrice de la Colombie-Britannique sur le lien. Aussi, il y a un lien de ICRAF, puis dans chaque province. Ça dépend, vous pouvez consulter leur site web également. Voilà, donc voici c'est ma partie de présentation. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Derek, pour cette présentation. Malheureusement, nous n'avons pas de temps pour des questions, mais il y a peut-être il y a une question. Quel médicament pourrait-il utiliser pour traiter les femmes pendant la grossesse? Pour les femmes de la grossesse, en ce moment, c'est le méthadone, c'est le seul médicament qui est vraiment approuvé officiellement pour traiter pour les femmes enceintes. Mais avec le médicament Suboxone, parce qu'il y a deux composants, le parti de buprenorphine, il n'y a vraiment pas de l'effet néfaste sur la femme, sur l'enfant, mais c'est plus partie en fait qui est le naloxone. C'est sûr, en ce moment, ils ne sont pas approuvés pour utiliser ça pour les femmes en grossesse, mais souvent, certains adultes, ils pensaient que c'était vraiment, en fait, le parti de naloxone qui va rentrer dans le sang de la femme, c'est vraiment minime. Donc, c'est sûr, si pour quelqu'un, on commence un traitement, on peut commencer peut-être une méthadone, mais si pour quelqu'un qui est déjà sur Suboxone, qui est déjà très stable dans son traitement, c'est sûr, c'est important, on va faire une discussion avec nos patients. C'est sûr, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait approuvé pendant la grossesse, mais en même temps, selon nos connaissances scientifiques, c'est vraiment, il y a un très, très minime sur elle, puis son enfant. Et puis le risque, si on change le médicament pendant la grossesse, est-ce que ça va entraîner, par exemple, le sevrage, puis des fois, tout le stress psychologique aussi, des fois, ça a un effet encore plus néfaste sur l'enfant. En fait. OK. Merci beaucoup, Derek. Merci pour votre présentation sur le traitement agonistique d'opioïdes. Nous espérons que vous avez apprécié ce webinaire. Si vous ne l'avez pas encore fait, envisagez de vous inscrire à notre prochain webinaire, s'intitulé « Les sites de consommation supervisée. Où en sommes-nous maintenant ?» et serait à faire le 12e mai de 11h à 12h. Merci pour votre participation aujourd'hui. Au revoir. Merci.